BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur BFM Business, BFM Crypto, le club un petit peu spécial. Aujourd'hui spécial puisque nous sommes en direct du pavillon d'Armenonville à l'occasion de Tout pour investir, l'événement. Les cryptos sont désormais au cœur de la finance traditionnelle, que ce soit la technologie, mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser de la place des cryptos dans les portefeuilles d'investissement. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Quelles sont les performances? Et surtout, qu'en pensent les acteurs de la gestion de patrimoine? Est-ce que c'est un effet uniquement de mode ou alors une thématique tout simplement incontournable dans la gestion des portefeuilles financiers? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Nara. Bonjour Emmanuel, vous êtes dirigeant fondateur de Haussmann Patrimoine. Thierry Lobjoie, directeur commercial chez Paymium. Bonjour Thierry. Cyril Sabag, managing director de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Pour commencer, juste pour planter un tout petit peu le décor, en une phrase, dites-nous ce que vous faites pour commencer. Thierry Lobjoie, directeur commercial chez Paymium. Qu'est-ce qu'est Paymium en fait? Bonjour Amaury. Mais écoutez, Paymium est la première plateforme d'échange de Bitcoin et de conservation de Bitcoin en Europe. C'est le seul acteur aujourd'hui et moi, spécialement chez Paymium, je m'occupe du développement de l'offre institutionnelle. Très clair, donc là on a un pure player crypto autour de la table, ça va être très intéressant. Emmanuel Nara, vous, qu'est-ce que vous faites en une phrase? Haussmann Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créé il y a une vingtaine d'années avec un objectif simple qui est de faire mieux que votre banque privée. Et l'un des moyens d'y parvenir, c'est d'avoir une offre la plus large possible, l'offre la plus large du marché. Ce qui nous amène évidemment aujourd'hui à parler aussi de crypto. Eh ben, ça va être très intéressant, on parle de ça dans un instant. Et Cyril Sabag, rebonjour Cyril, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, rappelez un petit peu ce que vous faites, notamment avec Millennium Capital. Oui, écoutez, au sein de Millennium Capital, qui est une société de gestion régulée par l'AMF, j'ai créé le premier ETF UCITS sur la thématique Bitcoin, donc un produit qui permet de s'exposer à cette thématique au sein de toute enveloppe régulée classique, c'est-à-dire assurance vie ou plan épargne retraite. Bon, très clair, on a un plateau très intéressant parce que voilà, chacun vous êtes complémentaires. Je propose qu'on commence avec vous, Thierry Lobjoie, donc pure player crypto avec Paymium. Bon, concrètement, Thierry, à quoi ça sert d'avoir du Bitcoin dans un portefeuille d'investissement? Qu'est-ce que ça apporte? Franchement, qu'est-ce qui le différencie des autres classes d'actifs? Alors, c'est une question intéressante. Effectivement, depuis quelque temps, on a beaucoup d'études qui sont faites par les grandes maisons de gestion, essentiellement aux États-Unis, qui nous disent que le Bitcoin a un intérêt au sein d'une gestion. Il apporte deux choses, je dirais, principales. Tout d'abord, le Bitcoin n'est pas corrélé aux autres classes d'actifs traditionnelles. Donc, il apporte de la diversification au sein du portefeuille. Et du fait de son potentiel de croissance très important, il apporte également de la surperformance dans le portefeuille. Donc voilà, ce sont ces deux éléments extrêmement importants qu'il faut avoir en tête. Diversification et surperformance. Bon, et Cyril Sabag, donc vous, alors Paymium, vous proposez d'investir directement dans le Bitcoin, et Cyril Sabag, vous proposez une autre solution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre solution avec votre ETF? Je rappelle, en Europe et en France, il n'y a pas les ETF Bitcoin Spot qui sont disponibles aux États-Unis pour des raisons réglementaires. Comment est-ce que vous avez réussi à contourner ça, entre guillemets? Oui, compte tenu du fait qu'on ne peut pas aujourd'hui créer un ETF à la BlackRock en Europe, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un ETF basé sur des actifs régulés, à savoir des actions. Donc on a construit un ETF qui est basé sur des actions de l'écosystème crypto. Donc ça veut dire quoi? Des sociétés qui sont dans le minage, dans la finance et les cryptos, dans la blockchain ou qui ont des cryptos dans leur bilan. Et on a fait un panier diversifié de telle façon à ce que la corrélation de ce panier soit la plus forte avec le Bitcoin. En ayant fait cela, on arrive à des performances intéressantes. Par exemple, cette année, on est à plus de 85% depuis le début de l'année, donc largement au-dessus des indices actions traditionnels et relativement proche de la performance du Bitcoin cette année. Donc là, vous arrivez quand même à suivre clairement la performance du Bitcoin avec cet ETF-là. Là, on est légèrement en retard par rapport à la performance du Bitcoin. En général, ça la suit, ça fait mieux, ça fait moins, ça fait pareil? C'est une bonne question. Alors la corrélation parfaite n'est pas possible. On est sur un univers action face à du Bitcoin. Pour donner une idée, l'année dernière, l'ETF a surperformé de 30%. On a fait 184% contre 150% sur le Bitcoin. Cette année, on est plutôt à 85, là où le Bitcoin est plutôt à 100, 110. Donc voilà, alors je préfère le dire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais voilà, en tout cas, sur les 2 dernières années, on a des performances intéressantes sur cet ETF, qui est un ETF action, donc éligible
dans des enveloppes classiques, compte titres, assurance vie, plan épargne retraite. Emmanuel Nara, on vient de voir avec ces deux messieurs autour de la table qu'on peut s'exposer au Bitcoin en achetant directement, notamment avec Premium, ou alors via un ETF Action avec Cyril Sabag. Vous, ça fait combien de temps que vous vous intéressez aux cryptos et surtout quelle place ont les cryptos aujourd'hui dans les offres en tant qu'acteur de la gestion de patrimoine que vous proposez à vos clients? Alors, s'intéresser à la crypto, j'ai envie de vous dire depuis pratiquement le début, mais ça ne veut pas dire qu'on en a proposé à nos clients. Dans la mesure où, pour engager nos clients sur des solutions, il faut qu'on les comprenne parfaitement, qu'on les maîtrise. Et l'offre est complexe. C'est un univers très, très différent, avec un certain nombre d'écueils à éviter. Et nous, en tant que conseil, on est là surtout pour accompagner dans un cadre sécurisé. Donc déjà, on a attendu qu'il y ait une régulation. En Europe, on a une réglementation qui est toujours très développée dans tous les domaines, mais là, en l'occurrence, en matière de crypto, c'est plutôt une bonne chose parce que ça a permis aussi de faire le tri auprès d'un certain nombre d'acteurs et d'éviter de confier son argent à n'importe qui. Donc on y allait très très lentement, mais sûrement. Et est-ce que vous y êtes allé par vous-même ou alors poussé par vos clients? Alors, nos clients ne nous ont pas demandé de crypto-monnaie pendant longtemps. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. On constate de plus en plus des demandes spontanées de la part de clients de tous âges, que ce soit des jeunes, des quinquas ou même des septuagénaires. C'est assez étonnant. Maintenant, il y a de plus en plus de demandes qui arrivent spontanément. Je pense que le fait que l'on approche les 100 000 $ est probablement une des causes de cet intérêt. À chaque fois qu'il y a un nouvel élan sur le Bitcoin, on sent que les questions arrivent. Et Thierry Lobjoie, vous, vos clients, bon, il y a du retail, mais pas que, il y a aussi des institutionnels. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec eux? Et si oui, comment? Quel type de profil vient travailler avec vous chez Premium? Alors, en fait, il faut bien comprendre qu'en 2024, il s'est produit un phénomène très important. C'est aux États-Unis l'autorisation des trackers sur le Bitcoin. Je vous rappelle qu'à ce jour, ces trackers américains ont capté 100 milliards de dollars d'actifs, donc c'est énorme. Ce qui signifie que les institutionnels en Europe et en France en particulier commencent à se poser des questions sur peut-être qu'il y a un sujet sur le Bitcoin, alors que pendant très longtemps, ils l'ont pas trop regardé, cette classe d'actifs. Alors, il est vrai que la réglementation ne le permettait pas. Aujourd'hui, ou en tout cas très prochainement, au 1er janvier 2025, on va avoir la réglementation MiCA qui va permettre de développer ce type d'activité au sein des institutionnels, entre autres. Et c'est important parce que aujourd'hui, les institutionnels, ils sont en train de se poser la question comment j'aborde le sujet via les trackers, via le Bitcoin en direct. Donc voilà, c'est ça la situation aujourd'hui. Il n'y a pas encore beaucoup en France d'institutionnels qui ont franchi le pas, mais en revanche, tous se posent la question. Et je pense qu'en 2025, on va avoir une offre qui va généraliser auprès des clients institutionnels. Et vous, Cyril Sabag, qui achète votre ETF? C'est qui vos clients concrètement? On a de tout, on peut avoir des particuliers, on peut avoir des institutionnels, même des sociétés de gestion qui en mettent un petit peu dans leurs fonds, en diversification. Pour rebondir sur ce que disait Thierry, je pense que le game changer a été BlackRock et a été le fait qu'on puisse avoir des ETF listés aux États-Unis. Ça a fait prendre conscience de l'importance que les cryptos et le Bitcoin en particulier pouvaient avoir dans un portefeuille et a un petit peu rassuré le monde institutionnel. Pour rebondir aussi sur la partie institutionnelle, nous, je l'ai dit, notre ETF est éligible assurance vie, plan épargne retraite. Il y a un vrai sujet de référencement de notre ETF. Et on sent que l'attitude vis-à-vis de ce référencement a changé. Au début, on nous a regardés comme des ovnis. Et maintenant, on revient nous voir en disant finalement, cet ETF, on veut bien le référencer. Qu'est-ce que vous entendez par référencement? Référencement, c'est le proposer au sein de l'assurance vie. Nous sommes éligibles. C'est-à-dire qu'on a la capacité réglementaire d'être présent dans les assurances vie. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette capacité que nécessairement notre ETF sera présent dans les catalogues. Donc le référencement, c'est-à-dire la mise dans le catalogue, là est un vrai sujet de discussion avec les acteurs. Et là, on sent aussi que l'attitude change. Et justement, Emmanuel Nara, c'est intéressant ce que vient de dire Cyril Sabag sur le référencement de l'ETF de Mélanion Capital notamment, qui peut être dans des assurances vie, peut être dans des PER aussi, je crois, dans tout un tas de poches d'investissement. Est-ce que vous travaillez avec ce genre d'acteurs-là? Est-ce que vous voulez proposer ce genre d'exposition-là à vos clients pour s'exposer au marché crypto?
Sans aucun doute, c'est un moyen tout à fait confortable de s'exposer à la crypto-monnaie. Alors, il faut évidemment rappeler tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce n'est pas de la crypto, hein, ce sont des sociétés qui ont une évolution très corrélée ou très influencée par l'évolution des prix. Effectivement, on n'achète pas des cryptos directement, mais on achète des entreprises crypto qui ont un business lié au Bitcoin, au marché, Voilà, au marché crypto. Ou tellement de Bitcoin dans leur bilan que ça compte plus que le résultat de leur activité principale. Donc c'est un univers déjà qui est beaucoup plus connu et maîtrisé parce qu'il n'y a pas de risque de custody et tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'une société et un ETF. Et le fait que ce soit éligible à l'assurance vie, au moins en théorie, c'est une excellente chose parce que ça le rend vraiment accessible à tout le monde. Compte titre, assurance vie, pourquoi pas même PER, plan d'épargne retraite. Lorsque l'ETF de Mellanion est sorti, moi j'ai immédiatement contacté toutes les compagnies d'assurance avec lesquelles nous travaillons pour leur demander de référencer l'ETF. J'ai eu un refus pratiquement systématique de toutes les compagnies, sauf une. Je vais la citer puisque c'est quand même sympa de leur part d'avoir fait le premier pas, c'est la Mondiale, qui a donc référencé l'ETF et je pense que maintenant d'autres moins... Et pourquoi ils ont refusé les autres? Pourquoi ils n'ont pas voulu le référencer? Alors il y a des tas de bonnes raisons. Et alors juste c'était quand ça? C'était au lancement, c'était quand? Fin 2021. Ouais, ok, donc il y a 3 ans à peu près. Ouais, et déjà, pourquoi le temps passe vite et donc il y avait un refus quasi systématique. Alors une des raisons, ça pouvait être, je pense notamment à un acteur, que c'était pas suffisamment ESG. Ah bah ça on va en parler de l'ESG, ouais. Allez-y, ouais. La réputation du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies, c'est de consommer beaucoup d'énergie. Donc évidemment, derrière, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le côté green de cette classe d'actifs. Il y avait que l'ESG ou il y avait autre chose? Non, il y avait d'autres choses. D'abord, il y a la volatilité, le risque que représente cette classe d'actifs. C'est vrai que ce qui marque vraiment beaucoup les esprits autour des crypto-monnaies, qui attire certains mais qui fait peur à d'autres, c'est la volatilité qui est extrêmement forte sur les cryptos. Et on va y revenir sur la volatilité, mais d'abord j'aimerais qu'on se pose un petit peu sur justement le fameux critère ESG. Oui, le Bitcoin pourrait être ESG, en tout cas c'est ce que vous pensez, Thierry Lobjoie. Pour vous, le Bitcoin peut être classé comme un actif ESG? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas moi qui le pense, hein. C'est des études scientifiques. Il y a beaucoup d'études académiques qui ont été publiées ces derniers temps sur ce sujet-là. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, effectivement, puisque ça fait maintenant 15 ans qu'on nous dit le Bitcoin, c'est mal, le Bitcoin, ça pollue. Et en fait, cette fake news vient d'une confusion. C'est que d'un côté, nous avons une consommation électrique qui est extrêmement importante de la part des mineurs. Donc ça, c'est une réalité. Mais simplement, on confond la consommation et l'origine de l'énergie pour ces mineurs. Or aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Bloomberg, le mix énergétique du Bitcoin, c'est 60% d'énergie décarbonée. Déjà, c'est un niveau qui est important, mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce niveau, il ne cesse d'augmenter et ces études académiques, ce qu'elles disent en plus, c'est que le Bitcoin est un élément moteur de la transition énergétique. Alors vous allez me dire, ça semble étonnant au regard de tout ce qu'on a pu dire par le passé, mais en fait ça se comprend très facilement. La consommation électrique est très importante pour le Bitcoin et donc pour que ce business model de minage soit rentable, il est nécessaire d'acheter l'électricité la moins chère possible. Et quelle est l'électricité de par le monde la moins chère? C'est l'électricité en fait qui n'est pas utilisée, ce qu'on appelle des surplus d'énergie. Et contrairement peut-être à ce qu'on pense, il y a beaucoup de surplus d'énergie, et en particulier dans les énergies vertes. Vous savez que les énergies renouvelables, aujourd'hui, sont très subventionnées par les États parce qu'elles ne sont pas rentables. Il est très difficile de faire l'adéquation entre l'offre et la demande, que ce soit sur l'éolien ou le solaire. Les mineurs de Bitcoin, ils vont aller acheter ces surplus que génèrent ces énergies vertes et vont rentabiliser le business model de l'énergie verte. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel très important. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas uniquement des études académiques et le consensus scientifique qui va vers ce sujet-là, c'est que c'est déjà opéré par un certain nombre d'acteurs très importants. Donc je vous rappelle, Epcot au Texas, l'opérateur équivalent d'EDF, l'utilise déjà depuis un certain temps. Il y a une grosse industrie de minage au Texas et l'énergie verte aujourd'hui représente plus de 30% de l'énergie proposée par l'État du Texas. Au Japon, on a l'opérateur équivalent d'EDF au Japon
qui lui aussi vient de proposer une offre de minage pour promouvoir les énergies vertes. Et plus proche de nous, Deutsche Telekom a annoncé tout récemment qu'il allait aussi proposer une offre d'énergie verte via le minage de Bitcoin. Bon alors Thierry, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que a priori le Bitcoin ne pollue pas forcément, mais en plus de ça, il aiderait à la transition énergétique. Cyril Sabag, comment vous choisissez les entreprises qui vont dans votre ETF? Est-ce que le critère ESG peut être le genre de critère qui compte pour vous dans le choix d'une entreprise? C'est une bonne question. Déjà, juste pour rebondir sur ce que disait Thierry, donc je valide complètement. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'en discuter lors d'une précédente émission. Je dirais en plus que les structures d'énergie renouvelable sont difficiles à monter et c'est un critère supplémentaire de les rendre rentables, de pouvoir en fait finalement démarrer leur construction grâce au minage. Donc c'est même un cercle, on est même sur un cercle vertueux. Pour répondre sur le point de la sélection, aujourd'hui le critère ESG, non, il n'est pas choisi. Ça aurait été presque un peu provocateur de l'inclure dans nos critères. Donc le vrai critère aujourd'hui de choix, c'est déjà l'univers d'investissement que j'ai décrit, la typologie, les 4 gros secteurs, et ensuite le bêta, qui est un mélange de corrélation et de volatilité, qui fait qu'on va sélectionner des actions plutôt que d'autres. Ok, et justement, Emmanuel Nara, là on parle de sélection d'actions dans l'ETF de Cyril Sabag, Millennium Capital, mais vous concrètement, quel type de produit aujourd'hui vous proposez à vos clients qui veulent s'exposer au marché crypto? Alors, je vais parler des conseillers en gestion de patrimoine au sens large. On a aujourd'hui à notre disposition une offre assez fournie de PSAN, de prestataires de services en actifs numériques, justement autorisés par la réglementation et qui vont donc devoir devenir MiCA dès l'année prochaine. Donc, on a une belle offre aujourd'hui à notre disposition. Aujourd'hui, nous, Haussmann Patrimoine, on n'a pas encore franchi le pas d'en recommander une ou l'autre à nos clients. Je suis plutôt au stade où je l'expérimente pour moi-même parce que j'aime bien ne pas faire essuyer les plâtres à mes clients. Tester les produits avant de les proposer. Voilà, parfaitement satisfait et d'avoir parfaitement compris les tenants et les aboutissants avant de le proposer. Mais j'ai des confrères qui sont plus early adopteurs que nous et qui sont déjà très, très présents. En tout cas, il y a une très belle offre et justement, c'est pas simple. Il faut choisir les intermédiaires qui vont être les plus pertinents, sachant que certains sont plus chers ou moins chers que d'autres, mais certains ne couvrent que certaines cryptos. Certains vont offrir des services annexes, comme de la gestion de portefeuilles de crypto, avec des fois des technologies de conservation qui peuvent être différentes, des acteurs plus gros, plus anciens, et donc le choix n'est pas facile. Thierry Lobjoie avec Paymium, comment est-ce que vous parlez justement à des personnes comme Emmanuel Nara, aux acteurs de la gestion de patrimoine? Qu'est-ce que vous leur dites? Attendez, venez travailler avec nous. Nous, on a des solutions qui sont intéressantes pour vos clients. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous leur vendez, entre guillemets, les solutions que vous proposez de passer par vous, une plateforme crypto pure player? Effectivement, c'est une très bonne question parce que une fois qu'on a franchi le pas en se disant on va investir en Bitcoin, comment on fait? Voilà, comment on le fait. Alors, il y a quelque chose qui est très important et je pense que le temps se faisant, ça va devenir de plus en plus important quand on voit les derniers propos du futur président des États-Unis, Donald Trump, qui a dit qu'il envisageait de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, on va, je pense, le monde institutionnel et l'ensemble des pays vont comprendre rapidement qu'il y a un enjeu de souveraineté à détenir du Bitcoin. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, comme tous les enjeux de souveraineté, il vaut mieux que ce soit chez nous qu'à l'étranger. Et Bitcoin et Paymium, est la seule plateforme aujourd'hui qui vous permette d'échanger et de conserver des bitcoins en France. Donc sous régulation française et avec tous les enjeux que ça peut impliquer. Et ça, c'est un point qui est très très important. On ne s'en intéresse pas beaucoup quand on vient au début sur le bitcoin. On y vient plutôt pour la performance, pour la réserve de valeur. Mais en fait, cet enjeu de sécurité des clés est très important et la souveraineté est un enjeu important. Et donc c'est pour ça qu'on vient chez Paymium. Ok, bon, très clair. Emmanuel Nara, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais simplement dire qu'effectivement, il est en train de se passer des choses très importantes.
Tout à l'heure, Cyril a évoqué l'arrivée de BlackRock, quand même le numéro 1 mondial, qui légitime complètement cette classe d'actifs. On a vu en France l'AMF réguler, donc ça veut dire reconnaître la crypto-monnaie comme une vraie classe d'actifs. Et là maintenant, les projets de loi aux États-Unis qui pourraient amener à détenir à un horizon de 5 ans 7% des bitcoins en circulation, c'est extraordinairement game changer comme information. Et avec Musk aux côtés de Trump, ça ne peut qu'accélérer, puisqu'on sait depuis longtemps, on avait bien vu comment il investissait la trésorerie de Tesla en Bitcoin. Donc lui, il est totalement convaincu, et avec l'oreille de Trump, ça ne peut qu'accélérer le mouvement. Je voudrais juste ajouter une chose. Il y a quelques années, quand on disait, vous verrez, un jour le Bitcoin vaudra 100 000 $, beaucoup de gens riaient. Aujourd'hui, on y est presque. D'autres maintenant nous disent, en 2025, on sera à $1 million. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. Bon, là, ça ferait un beau multiple, $1 million l'année prochaine. Ça ferait quand même x10, mais bon, on ne sait jamais. Tout est possible. Oui, Thierry Lobjoie. Oui, juste pour préciser sur ce point-là, parce qu'il y a aussi beaucoup d'études qui sont faites de ces grands gérants américains sur les anticipations de valorisation de Bitcoin. Et alors, je vais vous donner quelques chiffres. Bernstein, qui est une grosse maison de recherche dans la finance traditionnelle, envisage 200 000 l'année prochaine sur le Bitcoin. Standard Chartered, qui est une très grande banque anglaise, envisage 250 000 en 2025. Et si on a une perspective plus lointaine, pour rejoindre ce qui vient d'être dit par Emmanuel, Fidelity envisage en 2030 $1 million sur le Bitcoin. Effectivement, il y a tout un tas d'études qui fait des projections sur le prix du Bitcoin qui pourrait fortement s'apprécier dans les années qui viennent. Cyril Sabin, vous vouliez réagir, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? Simplement pour dire que depuis l'élection de Donald Trump, on a une série de news positives qui vont dans le bon sens, que ce soit la réglementation aux États-Unis avec une clarté réglementaire beaucoup plus importante, la proposition aujourd'hui même de certains membres du secteur. On peut penser à Robinhood par exemple, qui a décidé maintenant de remettre les cryptos parce qu'on sait que du point de vue de la SEC, Gary Gensler, qui était très anti-crypto, va vraisemblablement partir. On a MicroStrategy qui continue sa stratégie de trésorerie très importante en Bitcoin. Donc, il continue à vendre son stock ou à émettre des obligations convertibles. Plus de 30 milliards de dollars quand même de Bitcoin dans les comptes de MicroStrategy. Et un plan sur 3 ans pour en acheter 40 milliards de plus. Le mining qui revient sur le devant de la scène aux États-Unis et le Bitcoin Act, donc proposé par Cynthia Lummis, qui est, pour, comme le disait Emmanuel, constituer une réserve de Bitcoin aux États-Unis au même titre que l'or pour essayer d'endiguer la dette du pays. Mais alors, c'est assez incroyable, Cyril, parce qu'effectivement, on n'a que des bonnes nouvelles là, qui nous viennent depuis quelques mois, voire quelques semaines, là, depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'on ne se dit pas quelque part, non mais attendez, c'est trop beau pour être vrai, il y a trop de choses, on s'emballe trop, finalement, ça ne va pas aller aussi vite, l'institutionnalisation ne va pas se faire aussi vite que ce qu'on le pense? C'est une très bonne question et je me la pose aussi en me disant est-ce que ça ne va pas si vite, mais en toute franchise et en toute transparence, j'ai du mal à voir pour l'instant des éléments négatifs pouvoir affecter cette tendance. À part une crise globale qui affecterait tous les actifs risqués et en mettant le Bitcoin dans un actif risqué, je ne vois pas la dynamique telle qu'elle est lancée rend, en tout cas, donne peu d'aspects négatifs. Très rapidement, Thierry Lobjoie. Oui, juste pour compléter, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que certes il y a eu des événements très positifs, mais c'est surtout qu'il y a eu avant beaucoup de freins qui ont empêché le développement de Bitcoin et le fait qu'il soit à des niveaux bien plus élevés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on commence à voir que tous ces verrous sautent les uns après les autres et c'est ce qui laisse envisager un avenir très radieux pour le Bitcoin dans les prochaines années. Et pour finir très rapidement, Emmanuel Nara, dans 5 ou 10 ans, si l'institutionnalisation des cryptos suit son cours dans la gestion de patrimoine, pour vous, ce serait quoi la bonne allocation d'ici 5-10 ans dans un portefeuille d'investissement de Bitcoin ou de crypto d'une manière générale? À terme, quand la crypto-monnaie en source large, mais principalement le Bitcoin, qui est quand même dans une position de leader, sera adopté par tout le monde, on en aura pratiquement dans tous les portefeuilles, logiquement. Et en termes de diversification d'actifs, nous, ce que l'on conseille à nos clients, c'est d'avoir à peu près au moins 5% de chaque classe d'actifs, et après, on prend des paris. Mais de diversifier, d'avoir chaque thématique. Et on a vu tout à l'heure, ça a été évoqué,
il y a une décorrélation intéressante et une classe d'actifs à part entière. C'est en train de devenir l'or numérique. Donc je pense que 5% dans un portefeuille, ça sera bien. Donc plus de 5%, carrément. Merci beaucoup Emmanuel Nara, dirigeant fondateur de Haussmann Patrimoine, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Thierry Lobjoie, directeur commercial chez Pemium. Et merci beaucoup Cyril Sabag, managing director de Mélanion Capital et puis président fondateur de Mélanion Digital. Restez avec nous tout de suite dans 2 minutes. C'est l'ouverture à Wall Street avec BFM Bourse et Guillaume Sommerer. BFM Business, BFM Crypto, le club.